Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de pipeline de données, d'orchestration de données, de qualité de données. Donc si vous êtes data ingénieur, data scientist ou que vous êtes juste curieux ou curieuse, je vous encourage à nous écouter du coup pour cette session qui va durer environ une demi-heure. Donc je me présente, je m'appelle Francis Laurence, je suis un solution architecte qui travaille avec les startups françaises. J'ai un gros background d'architecte de données, donc j'ai travaillé dans pas mal de licornes françaises pour créer des architectures data ou les maintenir. Et donc principalement ce sujet, on peut dire que c'est un peu mon sujet de prédilection. J'ai une forte appétence pour tous ces sujets de données. Et parmi tous les clients en fait que j'accompagne au quotidien au sein des startups françaises, il y a notamment GDSMAC. Et je vais laisser pour ceux qui ne le connaissent pas, Stéphane Antenne présenter GDSMAC. Merci Francis. Donc bonjour tout le monde, moi je suis Stéphane Enten, je suis vice-président en charge de la technologie chez JellySmack. Et notamment moi je m'occupe des équipes plateforme et des équipes data, donc qui va nous concerner aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas JellySmack, on est une société, on est un gros acteur de la creator economy. Nous, notre domaine d'activité en gros c'est d'aider les créateurs de contenu, donc concrètement des youtubeurs ou des influenceurs, à scaler leur audience et leurs revenus. Donc pour faire ça, on a un certain nombre de produits, des produits très techniques où en fait on a des pipelines de génération de vidéos. On va prendre des vidéos relativement longues par exemple et automatiquement les redimensionner ou les recouper pour les plateformes qui aiment les vidéos beaucoup plus courtes. On a des produits qui sont plus de la recommandation stratégique où on va leur dire en fait il faut faire telle vidéo parce que c'est celle-là qui va marcher. Et pour faire ça, on doit faire des tests AB notamment et leur prouver que c'est celles-là qui vont marcher. Et on a des produits financiers où en fait on va leur acheter d'avance les vidéos. Et donc pour faire tout ça, évidemment, il faut se baser sur les données. Notre métier, c'est vraiment de comprendre les données de ces plateformes sociales et de faire des prévisions dessus. Donc il faut pas se tromper et on va parler d'argent un petit peu. Donc il faut avoir un petit peu confiance dans cette stack-là. Moi, j'ai un profil technique. J'ai été CTO de plusieurs startups avant. Depuis une vingtaine d'années, j'ai travaillé beaucoup dans les startups, pas mal récemment dans des architectures très big data avec des enjeux pareils de pricing et de temps réel. Donc voilà, c'est un domaine aussi où j'aime bien chercher à améliorer un petit peu tout le temps ce qu'on peut faire. Alors, comme l'a dit Stéphane, GDSMAC propose d'améliorer des contenus pour ses influenceurs. Et je vais vous présenter un influenceur aujourd'hui, donc un auteur, compositeur, interprète. Voilà, qui fait de un futur artiste en devenir, voilà, qui fait voilà, il cherche à se faire connaître. Et il se trouve que grâce au conseil avisé de JellySmack, et ben au fur et à mesure, il commence à se faire une petite renommée en fait, et puis il commence à avoir des vues en fait qui apparaissent. Voilà, et donc les barres de like et autres explosent. Le problème, car il y a toujours un problème, c'est qu'en fait, donc cet auteur, compositeur, interprète, dans les données, il voit que ses compteurs sont tous au maximum. Et malheureusement, en fait, dans la plateforme, il se rend compte que les vues ne sont pas au rendez-vous. Et malheureusement, vu que les vues et la monétisation sont corrélées, au final, la personne n'est pas contente parce que elle s'attendait à avoir de l'argent et elle l'a pas. Et donc, en ce sens, moi, en tant que client mécontent, je demande à Stéphane, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça ne marche pas? Bien sûr, typiquement, donc nous, c'est en tant que intermédiaire dans ce marché justement de flux financiers. En gros, c'est typiquement des risques auxquels on s'expose si nos pipelines de données ne marchent pas ou font n'importe quoi. Nous, on parle vraiment de reversement en fait d'argent en fonction des revenus des créateurs. Donc, on se doit quand même d'être très vigilant là-dessus. On a un métier d'intermédiaire. Donc, en fait, nous, on s'inscrit dans un écosystème. Concrètement, à la base, en fait, on n'invente pas ces données. Donc, forcément, on va s'inscrire dans un métier de récupérer des données quelque part. Donc nous, on va aller voir les plateformes qui diffusent justement tous ces contenus, des plateformes de vidéos, des réseaux sociaux, etc. Donc on crawl, on acquiert en fait les données en permanence et on va les mélanger avec des données qui nous concernent, qui sont évidemment des données commerciales en fait, qui viennent des CRM. Alors nous, on utilise un SaaS bien connu pour ça, un peu standard. Et il faut aussi évidemment voir les type Salesforce par exemple, ou des choses comme ça. C'est des choses qui existent. Et donc il faut mélanger ça avec la réalité, c'est-à-dire les données de paiement qui ont été effectuées, ceux qui sont en attente ou voilà s'il y a un état là-dessus. Donc la solution pour nous, ça a été vraiment de créer une vraie data platform en fait chez nous. On peut pas juste
interconnecter justement des différents SaaS à droite à gauche. Il faut créer des produits pour faire ça. Et il faut avoir une maîtrise justement de comment les données entrent et ressortent, parce que nous, elles ont plusieurs façons de ressortir de cette plateforme. Elles peuvent être utilisées dans des produits, des sites web, des applications mobiles qu'on donne directement soit des opérateurs, soit des clients directement. Et un des outputs de ces plateformes, c'est évidemment des virements sur des comptes. Donc voilà, on parle d'argent. Donc quand on a un problème comme ça avec un créateur, on se demande, tiens, d'où ça vient? Est-ce que c'est un bug chez nous? Est-ce que peut-être c'est la plateforme qui nous a pas donné les données encore? C'est la première source où on peut les chercher. C'est ça, on se demande où est-ce qu'il faut chercher. Voilà, on cherche où? On cherche directement dans les données de la plateforme. Si ça a l'air d'être bon, on va aller voir dans les données du CRM, chez nous, peut-être dans nos outils ou nos bases de données à nous, ou peut-être directement dans un problème d'affichage. Et le premier endroit où on va aller chercher tout ça, on va vous en parler un peu, c'est pour avoir une pipeline qui marche. Le premier conseil déjà, c'est évidemment de rien faire à la main. Ça paraît évident, mais il faut orchestrer tout ça. Il faut avoir des choses qui sont complètement automatisées, qui peuvent être rejouables et qui sont programmables, on va dire, comme le reste de votre infrastructure. Donc nous, notre orchestrateur, l'intelligence de tout ça, c'est un service qui s'appelle Airflow. Donc c'est un produit open source, Apache Airflow. À la base, ça vient de chez Airbnb à l'époque. Ils s'en servaient pour orchestrer la plupart de leurs jobs. Et ils en ont fait un produit open source qui est devenu très populaire. C'est un peu le standard de fait maintenant dans l'open source pour faire ça. C'est un produit qui permet de décrire en gros un graphe de dépendance. Donc vous allez lui dire, pour arriver à tel résultat, il me faut les données qui sont arrivées à tel endroit, il faut lancer tel job qui va modifier par exemple vos données, tel autre qui va les enrichir. Et en fait, vous avez un moyen technique, c'est des fichiers de configuration, grosso modo, de décrire ces différentes contraintes. Alors, nous, on utilise la version managée par AWS. Il y a un service sur AWS qui s'appelle NWAA, qui est le Airflow Managé. Un petit peu comme vous utiliserez, je sais pas, une base de données dans RDS. Là, c'est le même Airflow, mais qui tourne as a service, grosso modo. Nous, on est utilisateur d'Airflow, on n'a pas vocation à déployer des versions custom notamment. Donc on est très content que AWS s'occupe de la sécurité, de la mise à jour, de la haute dispo, des choses comme ça. Et nous, en gros, voilà, on le voit comme un composant vraiment de notre plateforme. Donc généralement, on va regarder là parce que c'est un outil qui permet de savoir un peu ce qui se passe. Donc Airflow, c'est pas que un orchestrateur sans rien par-dessus. Il vient avec un certain nombre de fonctionnalités. Par exemple, une interface graphique qui permet en fait pour chaque job que vous lui mettez, que vous lui décrivez, de faire du reporting. Vous allez savoir combien de fois ça s'est exécuté, est-ce que ça marche, est-ce que ça n'a pas marché, par exemple la dernière fois, est-ce que c'est en cours, parce que très souvent vous regardez le résultat et en fait vous voyez que les traitements de données sont toujours en cours. Donc ça, typiquement, voilà, un des conseils qu'on donne, c'est aussi d'ouvrir un petit peu la boîte noire et de partager ces statuts-là. C'est un bon outil de collaboration aussi. On peut avoir des gens qui sont pas forcément ceux qui écrivent qui font la data engineering, qui vont aller regarder et qui peuvent apporter justement de la connaissance et avoir des infos sur le système. Voilà, donc il y a du reporting. Il y a aussi une partie qui permet de savoir de quoi est composé justement ce graphe. Ça permet aussi à des gens de l'équipe ou en dehors de l'équipe de comprendre justement les dépendances, de comprendre que peut-être la partie d'ingestion au début elle a marché, mais que la partie qui doit, je sais pas, agréger vos données, elle est toujours en cours et que c'est normal qu'il n'y ait rien dans votre outil de reporting. Donc voilà, ça permet aussi de documenter finalement vos contraintes là-dessus. Donc c'est assez utile. Ça peut remplacer même un effort de documentation. C'est toujours un peu pareil. Tout le monde adore faire des docs, mais le problème c'est qu'elles sont jamais à jour. Donc voilà, il faut trouver des moyens de faire vivre ça un petit peu dans le code en lui-même. Donc là, c'est un des moyens de faire ça notamment. Et en plus, il mesure tout. Il mesure le temps d'exécution. C'est un outil en fait qu'on utilise en lui donnant le temps d'arriver. On lui dit en fait, moi j'ai tout ce graphe là. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit terminé à telle heure. Donc à la limite, peu importe quand tu lances les choses, il faut que ce soit fini à telle heure. On a tous des contraintes imposées par le business. Il y a des moments où on veut faire, je sais pas moi, son reporting mensuel. On a des stats à afficher. On sait que les gens les utilisent à telle ou telle heure. Et donc ça permet de vraiment visualiser les durées d'exécution de tout ce qu'il faut faire pour arriver au final avec des données de reporting par exemple. Donc voilà, ça c'est assez utile.
Un petit détail là-dessus, pourquoi on utilise donc la version managée et pourquoi Airflow. Donc je vous ai dit, nous, la version managée, parce que ça c'est un choix stratégique. Nous, en fait, on préfère se reposer sur les services managés et se concentrer vraiment sur notre métier. Donc voilà, là, nous, on est, comme je disais, utilisateur vraiment d'Airflow. On va considérer que c'est un rouage un peu comme une brique d'infrastructure. Par contre, on veut utiliser effectivement toutes les fonctionnalités d'Airflow. En fait, un orchestrateur, vous en avez tous sûrement un dans des plateformes. Là, par exemple, je ferai l'exemple de l'orchestrateur un petit peu le plus basique qu'on a des fois quand on a une plateforme soit un petit peu legacy, pas très cloud native, soit quand on commence à développer un projet et qu'il est sur une machine quelque part, donc sur une instance EC2. Souvent, l'orchestrateur, en fait, c'est cron, donc c'est un des services d'Unix qui est vraiment très basique, qui est la version la plus simple d'un orchestrateur, dans le sens où on lui dit à telle heure, à tel moment, entre guillemets, lance tel script. À part ça, il va pas faire grand chose d'autre pour vous. Il n'y a pas vraiment de notion il y a pas de notion de haute dispo vu que ça tourne sur une machine. Il n'y a pas de notion de reprise sur erreur. En fait, ça va juste être en échec. Potentiellement vous envoyer un mail si c'est configuré. Si la machine est éteinte et que ça va pas tourner, la plupart des implémentations le sauront pas. Donc voilà, souvent on commence avec un bricolage comme ça, et dès qu'on veut, on va dire, step up un petit peu et avoir vraiment un système qui fonctionne, c'est bien d'utiliser un orchestrateur beaucoup plus outillé, avec beaucoup plus de fonctionnalités comme Airflow. Airflow en plus, comme il a une interface, il va vous permettre de faire des choses qui sont absolument impossibles avec une cron ou un script dans un coin. C'est que vous pouvez avoir des utilisateurs qui relancent certains des jobs via l'interface. Si on voit que, je sais pas, un job de traitement ou d'acquisition, il a raté pour une raison X ou Y, des fois c'est des erreurs temporaires, les données n'étaient pas prêtes, l'API elle a renvoyé une erreur, c'était pas géré. Mais en fait là, via l'interface, vous pouvez avoir des utilisateurs, ça peut être même des utilisateurs en dehors de votre équipe technique. Souvent il y a des équipes type CSM au support ou des choses comme ça qui peuvent s'en servir. Dans les petites équipes, dans les startups, c'est assez pratique que tout le monde puisse filer un coup de main quand il y a un problème. Et donc ils peuvent y aller et cliquer et relancer par exemple un job sans aller pinguer quelqu'un dans l'équipe technique. Si on dézoome un petit peu, un autre conseil qu'on donne souvent, c'est que avoir un orchestrateur très malin, c'est bien, mais il faut aussi appliquer d'autres bonnes pratiques, des architectures, on va dire, data. Alors là, il y a plein de logos. L'idée, c'est souvent de découpler un petit peu les différentes parties de votre architecture. Nous, notre métier, c'est d'aller chercher des données à droite à gauche. Je peux me pousser un peu. On va chercher des données sur des plateformes. Et donc, on a voulu découpler aussi l'implémentation de ces API, qui doit rester la plus technique possible. On n'a pas forcément besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire des données, en fait, pour les ingérer dans la plateforme. Et donc nous, voilà, on écrit vraiment, nous, des connecteurs. Ils vont aller interroger les API de YouTube, de Facebook, des plateformes comme ça. Et tout ce qu'ils vont faire, en fait, c'est envoyer des messages dans un bus de messagerie. Alors là, c'est Kinesis. Il y en a d'autres, mais en gros, avoir un truc asynchrone, où votre composant très technique, en fait, il prend les données, il les envoie dans le bus, et il passe à autre chose. Pour les plateformes tierces, on va dire très courantes, je parlais de Salesforce tout à l'heure, il y a des services managés aussi de AWS qui permettent d'intégrer les données on va dire complètement en serverless, vous n'avez pas besoin de coder quoi que ce soit là-dessus. Donc AppFlow fait ça, il vous permet de vous connecter à certains tiers, à certains third parties génériques entre guillemets dans le catalogue. Il y en a plein maintenant, je sais pas combien collègues de AWS sauront plus. Et c'est très pratique pour les produits très courants. Il y a Slack par exemple pour faire des connexions, des choses comme ça. Et nous vraiment ce qu'on veut c'est que cette partie-là, elle soit très technique. Elle envoie les messages dans un bus et après elle s'arrête, elle passe à autre chose. Ce qui est très important ensuite, si vous voulez avoir des data pipelines relativement simples, c'est il faut garder les données sources, les données brutes que vous récupérez à droite à gauche. Nous, on les stocke dans S3. C'est pratique, c'est pas cher. Vous pouvez avoir des politiques de stockage relativement souples. Vous pouvez garder longtemps en fait sur des catégories de stockage relativement pas chères. Ça permet du coup d'avoir cette donnée brute là qui est exploitable telle quelle. Nous, par exemple, on expose ces données brutes directement en fait à des métiers d'analystes, de data scientists, de gens qui ont besoin en fait d'aller chercher vraiment dans tous les champs qu'on a récupérés grosso modo des différentes plateformes. On les expose via Athena, qui est un service en gros d'AWS qui permet d'avoir une interface SQL comme une base de données, mais sur un data lake, donc des fichiers dans S3. Peu importe que vous ayez 3-4 fichiers ou des centaines de terras, ça va marcher pareil. Et donc ça, c'est très pratique. Nous, on s'en sert de ces fichiers-là pour l'exploration,
et directement pour des workloads de machine learning. Comme on disait, nous, notre métier, c'est de prendre ces données, d'arriver à prédire un peu ce qu'il faut faire avec, de savoir pourquoi ou quand une vidéo va marcher, de savoir ce qu'on doit reverser, par exemple, là-dedans. Et donc, on parcourt toutes ces données, nous, en permanence, directement sous forme de fichiers. Après, on va les agréger, parce que pour faire du reporting, pour faire voilà, des graphiques ou des choses comme ça. Et donc, nous, on va les pousser dans Redshift pour la version agrégée. Il y a des compteurs, il y a voilà, des tables qui matérialisent on va dire la dernière version de ce qu'on connaît, de ce qu'on a récupéré. Et ça permet aussi d'être utilisé par d'autres populations qui utilisent donc SageMaker chez nous, qui permet d'utiliser des notebooks notamment, donc qui permet de faire de l'exploration ou des modèles statistiques relativement simples pour des data scientists, sans s'occuper de comment je me connecte à une data source, ce qu'il faut que je copie des fichiers, etc. Donc ça, c'est assez pratique. Et donc là, nous, on a appliqué à peu près voilà, les best practices en termes d'architecture. On l'a fait revoir par nos SA préférés. Bon, là, normalement, on s'est dit, avec ça, ça devrait marcher, ça devrait être super fiable. Mais pas toujours. On se tourne vers moi, du coup, et puis on me dit que ça marche pas. Et la réponse que je peux dire avec ça, c'est oui, d'un point de vue infrastructure, ça tient la route. Mais par contre, effectivement, malheureusement, tout peut échouer n'importe quand. Et c'est là où on arrive à des sujets qui outrepassent en fait le point de vue architecture, infrastructure. On va arriver plus sur un problème qui est inhérent à la qualité de données, qui est quelque chose dont malheureusement on peut être victime aussi bien sur les données internes que externes. Et là-dessus, en fait, on fait face à un effet qui est assez connu dans le monde de la data, qui est l'effet garbage in, garbage out. Alors désolé, on est à l'AWS Summit à Paris, donc l'effet poubelle entrée et poubelle sortie, pour parler un peu français. Et l'idée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on a une donnée qui est pas terrible, on a beau avoir un processus ou des jobs qui sont vraiment bien les plus performants, malheureusement, on se ressortira avec un résultat qui lui-même est médiocre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi pareil dans des problèmes de machine learning, typiquement. On a beau avoir les meilleurs data scientists, si on a une donnée d'entrée qui est pas pertinente, malheureusement, on n'ira pas bien loin. Ça reste la matière première et sans matière première efficace, voilà, on est très vite dans des résultats qui ne feront pas ça. Et l'idée, c'est de voir un peu comment on peut se prémunir de ça. Alors, suite à la citation de Werner, j'ai une citation aussi que je peux avoir qui est 1 égale 1000. C'est à l'époque où j'étais data ingénieur, j'étais encore plein d'espoir. Et ça, c'est pour vous raconter un peu une anecdote où en fait, j'utilisais en fait des API de réconciliation de flux bancaires. Et en fait, du jour au lendemain, même structure, même fichier, mais ils avaient multiplié par 1000 pour enlever les virgules. Alors du coup, c'est super sympa parce qu'on enlève les virgules, du coup, il n'y a plus le problème de savoir si c'est des points ou des virgules, pour le coup. Mais du coup, tout est multiplié par 1000. Voilà, donc on va dire à des gens que tout est... On va voir les chiffres, on va penser qu'on a fait n'importe quoi. Et donc, je voulais savoir, Stéphane, justement, par rapport à ça, toi aussi, tu avais des anecdotes un petit peu de ce type? Ouais, typiquement, dans un domaine comme le nôtre, ça paraît fou, mais ça peut arriver, en fait... par exemple, comme dans le milieu de la publicité sur Internet, on exprime tout par 1000. On achète la publicité avec des coûts par 1000, on les paye, les gens qui ont des revenus publicitaires en coûts par 1000. En fait, c'est pas improbable que, même si on a une infrastructure canon, que tout marche et que tout marche très bien, il faille remonter vraiment dans les couches pour détecter ce genre de problème. Donc ça, voilà, nous on l'a eu. Alors les plateformes avec qui on travaille, elles sont relativement solides. Mais ça arrive que voilà, les API changent du jour au lendemain, ils ajoutent un payload ou ils changent un champ par exemple, et donc nous on a été obligé aussi de découvrir ça. Donc typiquement pour se protéger de ça, nous en fait on a trouvé des solutions. On s'est dit ok, l'infrastructure ça suffit pas, il faut remonter vraiment et regarder exactement la donnée qu'on récupère. Donc nous on avait développé ça en interne, on avait des scripts maison grosso modo. On a inventé un jeu de règles en gros de conformité. Donc voilà, on a fait tout le boulot, la data governance, la data quality. On a documenté tout ce qu'on connaissait en gros des plateformes et ce qu'on s'attendait à recevoir. Et en fait, on s'est dit ok, on va inventer des règles. On dit quand la donnée elle diverge par rapport à ce qu'on pensait avoir, on va calculer un score qui pourra nous dire au moins le niveau de confiance qu'on a dans ces sources de données pour le reste du business. Donc voilà, c'était une implémentation assez simple. Ça tournait comme un job, ça regardait les tables. Donc au résultat, une fois qu'on avait tout fait, toutes les transpos, ça regardait le résultat et ça indiquait quelle qualité ça avait. Ça nous a permis quand même déjà de découvrir pas mal de problèmes, parce qu'évidemment des choses comme ça que tu cites, malheureusement ça arrive. Et au moins là, on avait un petit peu d'observabilité, un petit peu de reporting qui était possible.
Euh, tu peux avancer. Donc, on a amélioré ça ensuite avec l'ajout d'un autre outil que je vous conseille aussi, qui s'appelle Great Expectations, qui est un outil et un framework. Alors, c'est aussi open source. Ça permet en fait de faire grosso modo la même chose, c'est-à-dire de décrire des règles de conformité sur vos données sans faire la plomberie, sans faire les scripts qui se connectent aux data sources, font les implémentations mathématiques, etc. Ça redevient un fichier de configuration où vous pouvez mettre vos tests, grosso modo. Ils peuvent être super simples, genre je veux pas de valeur vide par exemple, ça paraît bête mais c'est pratique de l'avoir dans un test comme ça. Et ça peut être arithmétique, vous pouvez mettre des acceptations de variance par exemple dans un sens ou dans un autre, ça vous permet d'avoir une erreur quand vraiment c'est bizarre, les données elles sont pas censées faire x4 ou x1000 pour le coup du jour au lendemain. Et là vous allez avoir une alerte, voire vous allez pouvoir intégrer ça directement dans vos jobs de données et en fait bloquer le traitement en disant bah non en fait il y a un problème, je vais pas aller polluer on va dire mon data store avec ces données parce que je sais que c'est pas cohérent. Donc voilà, donc nous ça tourne, il y a un opérateur pour Airflow qui permet d'exécuter ça et donc on l'a intégré vraiment complètement dans le flux de développement des jobs de data engineering. Alors, il y a toujours un souci avec quand on parle de qualité de données, et surtout ça revient avec le thème de cette session, on parle de fluidité de pipeline, et c'est de savoir à quel point on va mettre de l'effort pour atteindre une certaine qualité. Comme on le disait, c'est presque impossible d'avoir une donnée normalisée qui est vraiment entièrement propre, et ça va à la fois avoir un effort en termes de développement humain, mais aussi un effort en termes techniques qui potentiellement pourra ajouter de la latence, simplement. Et donc l'idée c'est de savoir quel est finalement un petit peu le compromis que je peux avoir et quelle qualité de données je peux atteindre. Et j'aimerais un peu avoir ton avis, Stéphane, là-dessus. Oui, bien sûr. Donc nous, le compromis qu'on a choisi, en gros, c'est de vraiment chercher à se protéger des problèmes critiques, vraiment pour le business. Je suis assez d'accord, en fait, l'amélioration de la qualité des données, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Vous pouvez vraiment toujours rajouter soit des processus, soit des validations qui peuvent être automatiques ou manuelles. Le problème, c'est que si vous voulez garder justement une fluidité de l'accès à ces données dans vos applications, c'est pas possible. Vous allez casser une sorte de compromis où c'est impossible d'être rapide et exhaustif surtout. Donc voilà. Donc nous, on a trouvé en fait un seuil à partir duquel on considérait qu'on n'avait pas de retour, pas de ROI par rapport à l'effort qu'on mettait. En fait, on a aussi considéré et réalisé que en fonction de l'usage de la donnée dans vos produits ou dans les aspects de vos produits, il n'y avait pas forcément la même contrainte. Donc nous, en fait, on a introduit un nouveau concept qui était de dire, en fait, ce qu'on veut, c'est des seuils de qualité qui sont normalisés et qui sont standardisables. Ou toujours pareil, on peut avoir cette discussion avec les stakeholders, avec le business, où ils peuvent savoir à quoi s'attendre. Je pense que c'est assez important de garder ce côté un petit peu maîtrise, de savoir on a confiance dans cette partie-là, on sait en gros ce qu'on expose aux autres en permanence. Donc on a introduit un concept qui est un concept de tiers, en gros, de qualité de données. Donc là, on s'est basé pareil sur des choses assez standards. On a considéré qu'il y avait un tiers qui serait le tiers bronze, qui doit être rapide, mais pas forcément exhaustif. Donc l'idée, c'est que justement, au lieu d'essayer de tout résoudre et de tout nettoyer pour tous vos use cases, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de solutionner, on va dire, plus localement les problèmes. Nous, le tiers bronze, la garantie qu'il a, c'est que la donnée, elle arrive le plus rapidement possible. On a donc Kinesis, qui est du messaging. Si une application, elle doit savoir en temps réel qu'on a publié une vidéo, découvert un nouveau créateur, je sais pas, collecter les revenus de quelqu'un, le message, il va être instantané. Voilà, on parle en quelques secondes. Et on va surtout backuper tout de suite ces données brutes quelque part dans notre data lake. Ce sera disponible pour de l'analyse. On a le message, on va dire, plus haut niveau d'un point de vue business qu'il s'est passé quelque chose. Par contre, on va pas garantir on va dire, les chiffres à la virgule près. On va dire attention, si c'est un workload critique, si vous avez besoin de faire de la facturation, de transmettre de l'argent à des gens, par exemple, il faut pas utiliser ces sources-là. Et il faut se baser sur un tiers qu'on va considérer vraiment gold, qui lui va avoir toutes les politiques de qualité qui sont appliquées. Par contre, la contrepartie, c'est que c'est plus long. Ça ne sera pas en temps réel. Il peut y avoir un petit délai. C'est des pratiques en fait assez standards. Vous les verrez souvent sur les très grosses plateformes. Vous n'avez jamais les stats en temps réel de tout ce que vous faites. Souvent, à partir d'un moment, elles sont soit estimées, soit elles sont cachées. Parce que voilà, c'est un compromis qui est tout à fait acceptable. Vous avez l'info dans une partie du produit.
Et par contre, pour avoir les choses critiques, vous allez attendre un petit peu. Donc nous, ça nous a permis vraiment de, on va dire, de résoudre ces deux problèmes avec nos solutions et de contenter grosso modo les deux parties, on va dire, des use cases. C'était assez important comme évolution. Et donc finalement, en ayant mis toutes ces pratiques justement d'orchestration pour savoir ce qui tournait, en mettant finalement ces règles de qualité, on arrive à avoir un résultat finalement où on peut anticiper potentiellement des problèmes justement de données qui seraient partagées en externe ou qui pourraient être utilisés par la stratégie finalement d'une entreprise pour n'importe quel type de performance à suivre. Et on a réussi à rendre finalement l'influenceur content car on lui a pu lui montrer un résultat avec un certain niveau de qualité sans nuire à l'intégralité en fait du pipeline en termes de calcul. Je propose, Stéphane, du coup, de passer un petit peu au bilan de finalement ce qui a été finalement un peu la mise en place de justement toutes ces choses un peu d'orchestration et de data qualité. Ouais, bien sûr. Donc c'est un chemin, hein, la data quality et on va dire la fluidité des pipelines. Nous, on pense qu'on n'est pas arrivé. On est assez content de ce qu'on a été mis en place. Nous, un des apprentissages, c'est que concrètement, on essaie de rapprocher un petit peu les pratiques de l'assurance qualité, de la QA logicielle. En fait, dans le domaine de l'assurance qualité, en fait, on fait déjà un petit peu ces pratiques-là. Il y a très longtemps, on avait des gens qui faisaient des tests à la main et puis qui disaient c'est bon, ça peut passer en production. Ça, on a arrêté depuis très longtemps. On veut des tests automatiques. On préfère que ça passe en production, mais qu'on trouve les problèmes plus rapidement. Et donc, nous, on veut rapprocher un petit peu ces pratiques-là on va dire, du domaine et des métiers de la data, en ayant des choses de plus en plus automatisables, de plus en plus haut niveau, justement, sur les tests de qualité. Et surtout, on a compris, on s'est rendu compte que voilà, les mots qu'on entend souvent de data governance, de compliance, etc., il y a plusieurs façons de les faire. Déjà, c'est pas que l'apanage des très grosses sociétés qui ont des départements, par exemple compliance, qui peuvent faire ça. Il y a des moyens de le faire de façon un peu plus agile, avec des outils techniques et intégrés vraiment dans le flux de développement. Nous, on pense que c'est la seule façon de le rendre scalable pour une startup, sans justement devoir ralentir, on va dire, l'activité de la société pour attendre que soit la doc, soit les process soient mis à jour. Nous, on pense que la solution, c'est vraiment de faire vivre tout ça. Comme les pratiques DevOps, en fait, on veut faire vivre les choses au milieu du code avec des fichiers, avec du versionning, avec potentiellement de la validation à plusieurs. Et donc ça permet de ne pas se poser de nouvelles questions à chaque fois qu'on a des nouveaux problèmes. Et un des apprentissages, justement, c'est de pas forcément trop complexifier finalement et d'appliquer les pratiques qu'on a un petit peu sur tous les domaines des problèmes qu'on rencontre. Voilà, en tout cas, merci Stéphane pour ce témoignage. Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à mettre toutes ces pratiques qu'on verrait plus dans le dev logiciel, justement, dans la data. Et aussi, ne pas avoir peur de citer des mots comme gouvernance, qui des fois on peut penser que c'est réservé uniquement aux banques, des secteurs, on va dire, de la finance. Et finalement, je pense que pour avoir de la confiance et à partir du moment où on veut exploiter des données, il faut assez rapidement quand même se poser ces questions-là, au moins de mettre des garde-fous, peut-être même les plus simples, mais pour éviter vraiment d'avoir des choses qui peuvent être complètement aberrantes. Donc, je vous remercie en tout cas à toutes et à tous pour avoir assisté à cette session. N'hésitez pas du coup à scanner le QR code, à remplir le serveur. Et puis, n'hésitez pas à nous alpaguer, Stéphane ou moi, dans les travers du coup du Startup Loft, je serai dans les coins. Je vous remercie à toutes et à tous. Merci Stéphane encore. Merci. Et je vais du coup laisser le flambeau à Mathieu qui va du coup vous parler de quels sont de comment bien démarrer du coup sur AWS. Je vous remercie.